Alors, un autre pilier très important qu'on appelle un pilier plutôt lié au matériel, à la matière. Et qu'est-ce qu'il y a dans la matière pour nous, dans le concret, dans la structure? Il y a trois éléments qu'on a choisis, il y en a certainement plein d'autres, mais pour vous rappeler, on en a pris trois. Le premier, on va le développer, c'est la structure au niveau de notre corps, puisque c'est notre véhicule qui nous permet de vivre. Le deuxième, c'est bien sûr l'argent, parce que l'argent c'est un élément très important au sein du couple et pour vivre. Et le troisième élément qui est important aussi, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Voilà, donc on va développer ces trois principes de manière à regarder où vous en êtes par rapport à ces trois principes. Donc le premier, c'est le corps. Le corps, la structure, c'est notre véhicule, notre temple qui va nous accompagner jusqu'à la fin de nos jours. Alors vous pouvez avoir les plus beaux projets du monde, si votre corps ne suit pas, il n'est pas en bonne santé, il n'est pas en vitalité, tout va tomber. Donc le corps doit faire partie des éléments de préoccupation sur lesquels on va dire qu'est-ce qu'on fait pour l'entretenir, qu'est-ce qu'on va faire pour lui donner les aliments qui lui conviennent et qu'est-ce qu'on va faire pour le maintenir en bonne santé. Donc ça pose beaucoup de questions, bien sûr, sur finalement quelle est notre hygiène de vie, à la fois l'hygiène de vie de chaque membre du couple, et puis aussi l'hygiène de vie du couple dans son ensemble. Donc s'intéresser à, notamment par exemple aux dépendances, dépendance à l'alcool, dépendance aux cigarettes, s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, comment on mange, avec quel type d'alimentation, est-ce qu'on est fast-food, est-ce qu'on est plat cuisiné acheté dans une entreprise de vente de surgelés, est-ce qu'on est cuisine du marché, etc. Donc voilà, tout ça, c'est un impact. Et bien sûr, parce que souvent dans la santé, on est dans une démarche très très curative. Je trouve que c'est un des biais de la médecine allopathique telle qu'elle est diffusée chez nous, c'est que finalement on est dans une approche de la maladie, c'est-à-dire on fait un peu tout et n'importe quoi, et puis le jour où on est malade, on va voir un médecin et on lui demande un remède, une pilule, un traitement qui va nous remettre d'aplomb, mais sans rien changer aux causes et aux mécanismes qui nous ont amenés à la maladie. Donc, alors là, pour nous, c'est quelque chose qui est complètement aberrant et dont il faut vraiment changer au plus vite possible. Donc, se poser la question de manière préventive de comment on entretient notre santé. Donc, au niveau notamment de l'alimentation et puis au niveau aussi de l'exercice physique. Exercice physique, donc ça peut être pratique de sport, mais ça peut être de choses très simples, du type promenade dans la nature et autres. En tout cas, ce pôle-là, on voit bien que quand on est en bonne santé, l'un et l'autre, on communique mieux. J'ai été au mois de février, j'ai pris un espèce de virus de grippe là, et j'ai vu que pendant quelques jours, j'étais pas bien, j'étais un peu ronchon, et donc notre communication, elle n'était pas très bonne. Alors, bien sûr, il y a des moments comme ça qui sont un petit peu inévitables, mais au quotidien, vraiment, penser à sa santé est vraiment un point d'appui important, parce que c'est là-dedans qu'on vit finalement dans notre santé. Oui, c'est vraiment être acteur, ne pas s'en remettre, ne pas s'en remettre à la médecine, plus se dire, moi tous les jours je gère ma santé. Et on le disait ce matin, quand on disait au début de l'année, on se souhaite une bonne santé. Et on espère que la maladie ne va pas nous tomber dessus. Mais c'est archi faux, c'est pas comme ça que ça marche. C'est au quotidien comment on entretient son corps, et comme on entretient bien son corps, de cet état de fait, on va être en bonne santé. Et c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Donc c'est sortir aussi cette croyance que j'ai rien à faire, et puis soit je vais être en bonne santé, soit ça va être un coup de poker. Mais c'est pas un coup de poker. Donc ça c'est vraiment très très important, et de reprendre aussi le pouvoir, le choix que l'on a d'avoir ce qu'on a dans notre assiette, et comme tu disais, notre exercice. Et puis après, on va regarder aussi tout ce qu'on entretient dans nos pensées, parce que nos pensées sont dans notre corps aussi, elles sont dans notre tête, elles sont dans nos émotions. Donc il y a un lien aussi entre ce que vous mangez et les émotions aussi que vous vivez. Donc ça, c'est vraiment aussi très très important. Dans ce pôle corporel aussi, il y a aussi la respiration. Donc c'est vrai que c'est un des outils de santé les plus performants, gratuits, à disposition régulière, je dirais même permanente,
Donc il y a besoin d'être vigilant donc, à comment on respire, et puis aussi, il y a bien sûr la respiration physiologique, mais il y a aussi la respiration plus large, c'est-à-dire à se donner des zones de respiration au sein du couple. Hein, donc des zones et des moments de temps libre, de temps où on ne fait pas grand-chose, de temps où on est juste là, donc pour à la fois récupérer, parce que là, il y a un lien très net aussi entre la respiration et puis notre capacité à récupérer, de manière voilà, à regarder comment on se sent bien, et ça on va en reparler tout à l'heure quand on va parler du temps. Et puis quand tu parles aussi de respiration, plus il y a de la respiration, plus il y a un appel d'air qui arrive au niveau du cerveau, qui va oxygéner les cellules et qui va permettre aussi une grande détente, parce que la maladie du siècle, c'est quand même le stress. Et quand le stress s'immisce dans le couple, très vite on est dans des séquences difficiles, donc des séquences de communication qui vont être pas bonnes. Et déjà le premier outil, je respire, je fais 10 bonnes respirations, je me pose et après je te parle, hein, plutôt que de parler avec ce stress, cette effervescence, et du coup je cours, et je suis pas bien, et je suis en colère, je suis frustrée. Hop, je me pose et déjà je fais 10 bonnes respirations et on va parler après, quoi. Déjà ça. Là, ça rejoint l'authenticité, hein, dont on a parlé dans le premier pilier, le pilier relationnel, et de voir comment justement, en s'appuyant sur le corps, en s'appuyant sur la respiration, et bien en s'appuyant aussi sur des formes de rituels qu'on peut mettre en place, comment faire en sorte voilà, d'être vigilant à la santé du couple. Hein, la santé du couple, c'est aussi la santé, c'est bien sûr la santé physique des deux individus, mais c'est aussi la santé relationnelle du couple qui est en jeu. Voilà, donc vous voyez qu'on insiste beaucoup sur le corps. Et voilà, posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous en remettez beaucoup à votre médecin? Est-ce que vous le consultez jamais? Est-ce que vous vous sentez en bonne santé? Est-ce que vous respirez? Voilà, des choses très simples sur lesquelles on vous alerte, parce que c'est à partir de là que je dirais que ça peut aussi dégénérer, quoi. Et puis, est-ce que vous êtes en phase tous les deux sur ce sujet-là? Est-ce que entre vous, au niveau du couple, il y a quelqu'un qui a une dépendance, pas l'autre, etc. Donc comment tout ça, ça se met en jeu, et qu'on développe une capacité à parler de ça. Alors le deuxième sujet matériel qui peut des fois poser des très gros soucis au niveau des couples, c'est la question de l'argent. La question de l'argent, et nous c'est une question qu'on s'est posée très très vite, puisque donc au moment où on s'est rencontrés, au moment où on a décidé de vivre ensemble, on avait chacun un divorce à régler, et puis on avait chacun des enfants, moi 3 enfants de mon côté, Sylvie une de ton côté, et donc il a fallu se poser la question de comment on fonctionnait de manière budgétaire, avec une partie d'argent qui serait de l'argent commun, qui serait celui du couple, et puis une partie d'argent personnel qui serait le nôtre, donc celui de Sylvie et le mien, et de comment tout ça pouvait créer un système dans lequel on était confortable. Et donc très vite on a appris que parler d'argent finalement c'était très intéressant, parce que derrière ça on allait chercher plein de choses en fait. On allait chercher plein de choses sur nos ambitions, nos envies, nos désirs. Et c'est vrai que lorsqu'on a quitté la fonction publique pour s'installer en tant que travailleur indépendant, bien sûr on était animé essentiellement par l'amour et la passion de notre métier, mais aussi, il faut le dire, si on est honnête, aussi on avait envie aussi de gagner plus d'argent que ce qu'on gagnait en étant fonctionnaire. Hein, ça c'est clair. Donc ça c'est sur la partie des ambitions et des revenus. Et puis l'autre pôle aussi auquel c'est vraiment très intéressant, c'est sur le pôle des dépenses, sur le pôle de la consommation. Hein, sur finalement comment on utilise l'argent qui est à notre disposition, pour quoi faire, avec quel lien avec notre projet de vie ou nos objectifs. Et donc ça aussi, ça a été des occasions intéressantes de prendre conscience de nos différences et puis de trouver des zones de synergie. Donc déjà, la première chose à faire au niveau du couple, c'est de parler d'argent et d'en parler régulièrement et de ne pas attendre que ça aille mal pour en parler. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'en parle pas, et quand ça va mal, dans un premier temps, on dit trop rien, on espère que ça va s'arranger tout seul, mais ça le fait assez rarement. Et quand on commence à en parler, alors la situation est très très dégradée. Donc nous, on préfère toujours la démarche préventive, qui est de dire parlons d'argent régulièrement au sein du couple. Et c'est vrai qu'on est passé par des hauts et des bas, des choses assez difficiles, puisque moi j'amalgamais l'argent et l'amour. Et quand on faisait nos comptes et que
Philippe me disait, voilà, j'ai dépensé tant et tu me dois ça, au début de notre relation, eh bien, je le prenais très mal parce que je me sentais pas aimée, rejetée, et je me disais, ben, s'il m'aimait, il me ferait cadeau de tout ça. Donc, vous voyez, il y a une maturité qu'il faut avoir par rapport à l'argent qui demande un certain temps. Donc, faire les comptes, c'était une grosse difficulté, c'était une prise de tête au départ. Et puis, désamalgamer l'amour, l'argent, voilà, avancer ensemble, c'est vraiment un chemin intéressant, très très intéressant. Et puis après, il y a aussi nos modes de fonctionnement par rapport à l'argent. Il y en a un qui va être peut-être plus écureuil, d'autres va être plus cigale, l'autre va être plus fourmi. Donc il va falloir s'harmoniser, s'harmoniser pour avancer ensemble. Et plus on va se connaître, plus on va s'harmoniser, plus ça va être agréable, quoi. Vous connaissez cette phrase, quand on aime, on ne compte pas. Et souvent, c'est avec ça qu'on arrive lorsqu'on crée une relation de couple. Mais la suite de la phrase, c'est quand on n'aime plus, on compte tout. Et vous avez certainement vu dans vos entourages des couples qui se déchiraient pour l'argent au moment justement d'un divorce ou d'une séparation. Donc voilà, plutôt que d'être dans le fantasme et puis dans un espèce de jugement qu'il ne faut pas amalgamer l'argent et l'amour, nous, notre préférence, c'est plutôt de regarder chaque chose à sa place. Il y a l'amour, il y a l'argent. Et chacune d'entre elles mérite d'être regardée à 100%, mais de manière différenciée. Voilà, donc vous pouvez vous poser la question, comment vous gérez votre argent, comment il est réparti, comment chacun contribue, comment est-il au service de vos projets immédiats, vos projets futurs. Est-ce que vous êtes à l'aise pour parler de ça? Comment vous pourrez améliorer votre communication à propos de l'argent? Donc déjà, ça vous permet d'avoir un diagnostic assez complet sur où vous en êtes par rapport à ce sujet. Et le troisième élément de la matière, donc, c'est le temps. Donc l'argent et le temps sont deux des ressources que nous avons à notre disposition pour finalement construire nos vies. Et la particularité du temps, c'est que c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Donc chaque minute que vous vivez, eh bien, elle est consommée au fur et à mesure que vous vivez. Vous ne pouvez pas l'épargner, vous ne pouvez pas en mettre de côté pour vous en servir plus tard. Non. Et en plus, vous ne savez pas quel est votre crédit, en fait. Vous ne savez pas quel est votre crédit. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, ça peut s'arrêter. Donc c'est pour ça que c'est une ressource qui, pour nous, est encore plus précieuse que la ressource de l'argent. Parce que dans l'argent, on peut toujours se... Vous savez, l'argent, ça vient, ça va. Alors c'est vrai, quand ça vient, ça va. Mais quand ça ne vient pas, ça peut aussi aller. On peut trouver des solutions alternatives. Par rapport au temps, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, on a été vraiment très très vigilants dès le début à notamment se donner des rendez-vous de couple. Donc on a vraiment choisi de mettre notre couple en pole position, si je puis dire, et puis de prendre de manière régulière des temps d'échange et de communication structurés pour pouvoir avancer ensemble. Parce que vous comme nous, maintenant on a une vie un peu plus tranquille, mais on avait une vie professionnelle assez intense, avec également la famille à gérer. Donc dans le feu de l'action, on perd le lien, on risque de perdre le lien avec son conjoint. C'est ce que je disais au début de ces vidéos, et on devient plus un couple qui organise les choses plutôt qu'il les vit. Donc le fait de se donner des temps de rendez-vous de couple de manière régulière et systématique a été quelque chose d'extrêmement porteur. Et donc ça, c'est des temps qu'on a appris à ritualiser. Donc c'est pas, vous savez, comme des communications un peu informelles qu'on peut avoir au moment des repas ou d'autres. C'est vraiment se mettre face à face, prendre contact avec son partenaire, le regarder, faire silence, respirer. Et puis pouvoir se dire ce qu'on a vécu, partager justement nos zones de doute ou de vulnérabilité, partager nos joies, et puis se dire l'un l'autre ce qu'on a envie de partager avec l'un et avec l'autre. Et ça, c'est extrêmement... on a parlé dans le pôle relationnel, on a parlé d'arroser les plantes. Là, je dirais que c'est mettre de l'engrais. Quand on fait ça, on met vraiment de l'engrais, c'est-à-dire qu'on va vraiment nourrir les racines du couple. Et donc, se donner des rendez-vous de couple qui peuvent être bien sûr des escapades en week-end ou en vacances qu'on va faire tous les deux indépendamment des enfants, mais qui peuvent être aussi, dans le cadre de la vie quotidienne, des temps d'une demi-heure ou d'une heure, en soirée, quand on est tranquille. Voilà, des temps où on met de l'intensité dans ce qu'on vit.
Hein, très souvent, l'intensité, on va la chercher ailleurs et c'est souvent une intensité qui est très très stressante. Là, c'est une intensité beaucoup plus tranquille, mais qui va vraiment agir sur les racines du couple. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Voilà, par exemple, vous choisissez, mettons, un samedi après-midi de 15 à 16, hein, comme un rendez-vous professionnel où on se pose, on se met soit dehors, on se met dans notre canapé. Voilà, et on est vraiment, on fait pas autre chose. On répond pas à un coup de fil, on se lève pas sans arrêt pour aller grignoter. Voilà, on est face à face et on peut se dire, nous on aime bien commencer par ce que j'ai aimé cette semaine avec toi, hein, ce qui m'a touché, là où je voudrais te remercier. Et puis aussi aborder là où j'étais plus en difficulté. Voilà, vraiment un temps, c'est pas un temps de bilan, mais c'est un temps où on communique à partir de ce qu'on a déjà vécu, hein, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, de la métacommunication. On ne parle pas de la pluie du beau temps, on parle de ce qu'on a vécu et de comment on a communiqué aussi. On peut revenir sur des séquences de communication. Je voulais te dire, là, quand tu m'as dit ça, j'étais pas trop à l'aise, voilà, je voulais juste simplement te le dire. Voilà, et de chercher à améliorer les racines, comme tu disais, les racines du couple, les fortifier. Et en faisant ça, je me rends compte qu'on anticipe déjà sur le quatrième pôle, le pôle spirituel. Hein, puisque donc ce type de pratique, en fait, met quelque part du sacré dans la relation. Il met du sacré parce que justement, on va prendre le temps uniquement de s'occuper de ça. Voilà. Et que quelque part, en faisant ça, on montre à l'autre, on se montre à soi-même que notre couple et ce qui s'y passe est quelque chose de vraiment essentiel. Voilà. Et il y a plein de manières ensuite qui sont vraiment importantes pour rendre l'expérience, cette expérience des rendez-vous de couple, comme une expérience qui nourrit vraiment à la fois émotionnellement, qui nourrit le cœur et qui nourrit l'esprit et qui nourrit surtout la relation. Oui, puis dans la qualité du temps, il faut être important, c'est être vigilant aussi à quoi on passe notre temps. Est-ce qu'on passe notre temps à des obligations qui ne nous nourrissent pas? Alors vous allez me dire, oui, on a quelques obligations, c'est certain. Mais si votre emploi du temps il n'est rempli que d'obligations, attention, soyons vigilants, retrouvons des moments d'essentiel et de nourriture. Si vous passez tout votre week-end à astiquer votre maison, à la fin du week-end, vous n'allez pas être ressourcé ni nourri. Donc c'est vraiment, c'est quoi la qualité du temps? Et pour terminer avec cette notion, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez avec quelqu'un, mais c'est la qualité de votre présence. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité de notre présence? C'est quand je suis avec toi, je suis avec toi. Je ne pense pas ni à ce que j'ai fait hier, ni à ce que je vais faire demain. Je suis vraiment avec toi. Donc, vous savez, quand on dit profiter de l'instant présent, c'est cette capacité à t'accorder l'attention pleinement. Il n'y a que toi, et pour l'instant, voilà, c'est le plus important pour moi. Et je te donne cette qualité de présence, et ça va avoir avec la qualité du temps que l'on se donne. Vous savez aussi, on parle aussi parfois des mamans qui disent j'ai pas le temps d'être avec mes enfants. Et c'est pas le nombre d'heures à passer, c'est plutôt le temps où je me pose avec mon enfant et de vivre quelque chose de bon, de nourrissant, où on est vraiment en contact et on est pleinement présent avec l'autre. Et quand on pose cette question de la qualité du temps, inévitablement, moi je pense à télévision, ordinateur, iPhone et donc tous ces outils extérieurs qui finissent par être extrêmement consommateurs de temps. Ça serait vraiment intéressant que chacun puisse regarder combien de temps il passe chaque jour à regarder ce type d'outils. Pour vous donner une information objective, les Français regardent en moyenne la télévision 3h30 par jour. Oui, ça fait vraiment beaucoup, hein. En moyenne 3h30 par jour. Et il y a plein de gens qui me disent « Oh, mais moi je ne la regarde jamais ». Voilà. Et à un moment donné, il y avait une moyenne, donc on est bien concerné par ça. On ne peut pas dire qu'on ne regarde jamais. Alors, donc, l'idée c'est de dire que finalement, que ce soit Internet ou la télévision, il y a ce qu'on va regarder, il y a bien sûr le temps qu'on va y consacrer, mais il y a surtout qu'est-ce que ça nous apporte ce temps-là. Donc est-ce que après avoir regardé une vidéo sur Internet ou une émission de télévision, est-ce que d'abord on l'a regardé ensemble? Est-ce que ça a généré entre nous un échange intellectuel? Est-ce qu'on a pu se rendre compte qu'on avait appris des choses? Est-ce que ça nous donne des perspectives de nouveautés dans notre vie? Donc si on fait ça, alors la manière notamment de regarder ces outils Internet ou télévision
peut être vraiment enrichissante, hein, sans tomber bien sûr dans la dépendance de passer son temps derrière un ordinateur. Même si on constate, et des fois nous-mêmes on est un petit peu dans cette difficulté, des fois de devoir s'abstraire un peu parce qu'il y a quelque chose de très très phagocytant dans ces outils, hein, voilà, et qui peut vraiment très très facilement nous mettre dans une dépendance. Donc de temps en temps, des moments de sevrage par rapport aux outils informatiques et télévision, quelque chose de très très nécessaire. Hein. Faire l'expérience de se retrouver tous les deux avec rien, avec aucune distraction. Ça, je vous assure, c'est une très très belle expérience, mais qui parfois peut être difficile lorsque justement on a une mécanique qui s'est mise en place où on a beaucoup d'activités, on est dans la suractivité à la fois au niveau du travail, au niveau de la gestion de la famille, etc. etc. Et en fait, le soir, quand on se met devant la télé, contrairement à ce qu'on pense, ça en rajoute une espèce de suractivité. Et d'ailleurs, on est parfois encore plus fatigué, quoi. Ou alors on est complètement abruti. Alors c'est vrai que si vous avez envie de vivre très très fatigué ou très très abruti, nous en tout cas c'est pas ce qu'on vous propose et on pense vraiment qu'on a le choix de faire autre chose. Oui, et je rajouterais aussi quelque chose au niveau du temps aussi, c'est se créer aussi des espaces où on est ensemble aussi, dans la présence, dans le silence aussi, dans un peu de vide, où on redonne un peu le temps au temps, puisque c'est vrai, comme tu le dis, la vie elle est organisée où on remplit beaucoup d'activités, beaucoup de stress, beaucoup d'effervescence, on se sent exister, parce que je fais beaucoup de choses. Et en même temps, il n'y a pas de temps de repos, il n'y a pas de temps de repos, il n'y a pas de temps d'oxygénation, où là, je me pose, il y a du rien, quoi. Et le rien, ça équilibre le beaucoup. Et s'il n'y a que du beaucoup, à un moment donné, je suis plus bien, quoi. Je disjoncte, je n'ai pas une bonne qualité de communication. Donc aussi, dans les temps de couple, aussi, c'est... On ne fait rien, quoi. On glande, nous on dit on glande, on se pose, on se repose. C'est vrai que dans le corps, on n'a pas parlé aussi, on pourrait rajouter aussi des temps de repos. Nous, on est attentif à des temps de relaxation, à des temps de sieste aussi, où on aime bien dormir aussi, important. Parce que nous, on aime bien aussi avoir du temps quantitatif. Et notre manière d'avoir du temps quantitatif, c'est de se lever relativement tôt, de faire une petite sieste l'après-midi et après de se faire de longues soirées, pour avoir cette capacité de dire je suis active dans ma vie, je ne suis pas en train de dormir parce que je suis asphyxiée, j'ai besoin de dormir, quoi. Donc voilà, comment dans la gestion de notre temps, on va mettre ces moments de relaxation et de récupération qui vont nous permettre d'avoir de l'intensité au niveau de notre vie, de la qualité de notre temps. Donc les questions pour vous, c'est que faites-vous de votre temps, Donc ça c'est intéressant d'abord de regarder concrètement qu'est-ce que vous faites de votre temps. Quelle est la part de votre temps qui est consacrée au couple, premièrement, par rapport aux autres domaines de votre vie. Et puis à l'intérieur de ce temps-là, qu'est-ce que vous y vivez, Est-ce que c'est un temps qui vous nourrit, qui nourrit les racines de votre couple, ou est-ce que c'est un temps plus superficiel, Donc quelle est la qualité de ce temps-là? Et donc voilà, nous avons terminé le troisième pilier, donc le pilier matériel, donc, qui faisait relation, qui faisait référence donc, au corps et à la santé, donc à l'argent et au temps. Et donc c'est sur ces trois piliers, sur ces trois éléments du pilier matériel qu'on vous invite à réfléchir.